Je le saluais, j'étais terrifiée. Je n'osais faire la moindre allusion à une chose aussi vulgaire que ma malle en présence du savant maître de Salem House. Ce ne fut que lorsque nous fûmes sortis de la cour que j'eus la hardiesse d'en faire mention. Nous revînmes sur nos pas, d'après mon observation très humble qu'elle pourrait plus tard m'être utile, et il dit au commis que le voiturier devait venir la prendre à midi. Monsieur, lui dis-je, lorsque nous eûmes fait à peu près le même trajet, auriez-vous la bonté de me dire si c'est bien loin? C'est du côté de Blackheath, me dit-il. Est-ce loin, monsieur? Demandai-je timidement. Il y a un bon bout de chemin, dit-il. Nous irons par la diligence. On compte environ 6 milles. Je me sentais si las et si épuisée que l'idée de faire encore 6 milles sans me restaurer était au-dessus de mes forces. Je m'enhardis jusqu'à lui dire que je n'avais pris absolument rien pendant toute la nuit et que je lui serais très reconnaissant s'il voulait bien me permettre d'acheter quelque chose pour manger. Il parut surpris. Je le vois encore s'arrêter à me regarder. Après avoir réfléchi un instant, il me dit qu'il avait besoin de s'arrêter chez une vieille femme qui habitait près de là, et que ce que j'aurais de mieux à faire, ce serait d'acheter un peu de pain ou toute autre nourriture à mon choix, pourvu qu'elle fût saine, et de déjeuner chez cette personne qui me procurerait du lait. Nous nous rendîmes chez un boulanger, où, après avoir jeté mon dévolu sur une foule de petits gâteaux succulents qu'il refusa de me laisser prendre les uns après les autres, nous finîmes par nous décider pour un bon petit pain de seigle qui me coûta 3 pence. Plus loin, nous achetâmes un œuf et une tranche de lard fumé. Tout cela me laissa encore possesseur de pas mal de petites monnaies sur mon second shilling que j'avais changé, ce qui me fit penser que Londres était un endroit où l'on vivait à très bon marché. Lorsque nous eûmes fait nos provisions, nous traversâmes, au milieu d'un tapage et d'un mouvement qui troublait singulièrement ma pauvre tête, un pont, London Bridge, sans doute. Je crois même qu'il me le dit, mais j'étais à moitié endormie. Et enfin, nous arrivâmes chez la vieille femme qui logeait dans un hospice. Comme je pus le voir à l'apparence du bâtiment et aussi à l'inscription placée au-dessus de la grille, qui disait que cette maison avait été fondée pour 25 femmes pauvres. Le maître d'études de Salem House leva le loquet d'une de ces portes noires qui se ressemblaient toutes. D'un côté, il y avait une fenêtre à petits carreaux, et au-dessus de la porte, une autre fenêtre à petits carreaux. Nous entrâmes dans la maison d'une de ces pauvres vieilles femmes qui soufflait son feu sur lequel était placée une petite casserole. En voyant entrer mon conducteur, la vieille femme cessa de souffler et dit quelque chose comme Mon Charles. Mais en me voyant entrer après lui, elle se leva et fit en se frottant les mains une espèce de révérence embarrassée. Pouvez-vous faire cuire le déjeuner de ce jeune monsieur, je vous prie? Dit le maître d'études de Salem House. Si je le peux, dit la vieille femme, mais oui, certainement. Comment va mistress Phoebitson aujourd'hui? Dit le maître d'études en regardant une autre vieille femme assise sur une grande chaise près du feu. Elle avait si bien l'air d'un paquet de vieux chiffons qu'à l'heure qu'il est, je me félicite encore de ce que je n'ai pas commis l'erreur de m'asseoir dessus. Ah, elle ne va pas trop bien, dit la première vieille femme. Elle est dans un de ses mauvais jours. Je crois vraiment que, si par malheur le feu s'éteignait, elle s'éteindrait avec lui pour ne plus jamais revenir à la vie. Ils la regardaient tous deux. Je fis de même. Bien qu'il fît très chaud dehors, elle semblait ne songer à rien au monde qu'au feu. Je crois même qu'elle était jalouse de la casserole, et j'ai quelques soupçons qu'elle lui en voulait de lui cacher le feu pour faire cuire mon œuf et frire mon lard, car je la vis me montrer le poing quand tout le monde avait le dos tourné pendant ces opérations culinaires. Le soleil entrait par la petite fenêtre, mais elle lui tournait le dos, et, assise dans sa grande chaise qui tournait aussi le dos au soleil, elle semblait couver le feu comme pour lui tenir chaud, au lieu de s'y chauffer elle-même, et elle le surveillait d'un œil méfiant. Lorsqu'elle vit que les préparatifs de mon déjeuner touchaient à leur terme et que le feu allait enfin être délivré, elle éclata de rire dans sa joie, et je dois dire que son rire était loin d'être mélodieux.
Je m'assis en face de mon pain de seigle, de mon œuf, de ma tranche de lard, auquel s'était ajoutée une jatte de lait, et je fis un repas délicieux. J'étais encore à l'œuvre lorsque la vieille femme qui habitait la maison dit au maître d'études: Avez-vous votre flûte sur vous? Oui, répondit-il. Jouez-en donc un petit air, dit la vieille femme d'un ton suppliant. Je vous en prie. Le maître d'études mit la main sous les pans de son habit et sortit les 3 morceaux d'une flûte qu'il remonta, puis il se mit immédiatement à jouer. Mon opinion, après bien des années de réflexion, c'est que personne au monde n'a jamais pu jouer aussi mal. Il en tirait les sons les plus épouvantables que j'ai entendus, naturels ou artificiels. Je ne sais quel air est joué, si tant est que ce fussent des airs. Ce dont je doute, mais le résultat de cette mélodie fut primo de me faire songer à toutes mes peines, au point de me faire venir les larmes aux yeux, secondo de m'ôter complètement l'appétit, et tertio de me donner une telle envie de dormir que je ne pouvais tenir mes yeux ouverts. Le seul souvenir de cette musique m'assoupit encore. Je revois la petite chambre avec l'armoire du coin entr'ouverte, les chaises au dossier perpendiculaire et le petit escalier à pic qui conduisait à une autre petite chambre au premier. Enfin, les 3 plumes de paon qui ornaient le manteau de la cheminée. Je me souviens qu'en entrant, je me demandais si le paon était bien flatté de voir ces belles plumes condamnées à cet emploi. Mais tout cela disparaît peu à peu devant moi. Ma tête se penche, je dors. La flûte ne se fait plus entendre. C'est le son des roues qui retentit à mon oreille. Je suis en voyage. La diligence s'arrête. Je me réveille en sursaut et voilà de nouveau la flûte. Le maître d'études de Salem House en joue d'un air lamentable et la vieille femme l'écoute avec ravissement. Mais elle disparaît à son tour, puis il disparaît aussi. Enfin, tout disparaît. Il n'y a plus ni de flûte, ni de maître d'études, ni de Salem House, ni de David Copperfield. Il n'y a qu'un profond sommeil. Je rêvais probablement lorsque je crus voir, tandis qu'il soufflait dans cette épouvantable flûte, la vieille maîtresse du logis qui s'était approchée de lui dans son enthousiasme, se pencher tout d'un coup sur le dossier de sa chaise et prendre sa tête dans ses bras pour l'embrasser. Un instant, la flûte s'arrêta. J'étais apparemment entre la veille et le sommeil, alors et quelque temps après, car lorsqu'il recommença à jouer, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il s'était interrompu un instant. Je vis et j'entendis la susdite vieille femme demander à Mistress Fibbitson si ce n'était pas délicieux, en parlant de la flûte. À quoi Mistress Fibbitson répondit Oui, oh oui, et se pencha vers le feu, auquel elle rapportait, j'en suis sûre, tout l'honneur de cette jolie musique. Il y avait déjà longtemps que j'étais endormie, je crois, lorsque le maître d'études de Salem House démonta sa flûte, mit dans sa poche les 3 pièces qui la composaient et m'emmena. Nous trouvâmes la diligence tout près de là, et nous montâmes sur l'impériale, mais j'avais tellement envie de dormir que, lorsqu'on s'arrêta sur la route pour prendre d'autres voyageurs, on me mit dans l'intérieur où il n'y avait personne. Et là, je dormis profondément, jusqu'à une longue montée que les chevaux gravirent au pas entre 2 grands arbres. Bientôt, la diligence s'arrêta. Elle avait atteint sa destination. Après quelques minutes de marche, nous arrivâmes, le maître d'études et moi, à Salem House. Un grand mur de briques formait l'enceinte, et le tout avait l'air fort triste. Sur une porte pratiquée dans le mur était placé un écriteau où on lisait Salem House. Nous vîmes bientôt paraître, à une petite ouverture près de la porte, un visage maussade qui appartenait à ce que je vis, lorsque la porte nous fut ouverte, à un gros homme avec un cou énorme comme celui d'un taureau, une jambe de bois, un front bombé et des cheveux coupés, ras tout autour de la tête. C'est le nouvel élève, dit le maître d'études. L'homme à la jambe de bois m'examina de la tête aux pieds, ce qui ne fut pas long, car je n'étais pas bien grand, puis il referma la porte derrière nous et prit la clé. Nous nous dirigions vers la maison, au milieu de grands arbres au feuillage sombre, quand il appela mon conducteur. Holà! Nous nous retournâmes, il était debout à la porte de la petite loge où il demeurait, une paire de bottes à la main.
Dites donc, le savetier est venu depuis que vous êtes sorti, monsieur Mel, et il dit qu'il ne peut plus du tout les raccommoder. Il prétend qu'il ne reste pas un seul morceau de la botte primitive, et qu'il ne comprend pas que vous puissiez lui demander de les réparer. En parlant ainsi, il jeta les bottes devant monsieur Mel, qui retourna quelques pas en arrière pour les ramasser, et qui les regarda de l'air le plus lamentable en venant me retrouver. J'observai alors, pour la première fois, que les bottes qu'il portait étaient fort usées, et qu'il y avait même un endroit par où son bas sortait, comme un bourgeon qui veut percer l'écorce. Salem House était un bâtiment carré bâti en briques avec 2 pavillons sur les ailes, le tout d'une apparence nue et désolée. Tout ce qui l'entourait était si tranquille que je dis à monsieur Mel que probablement les élèves étaient en promenade, mais il parut surpris de ce que je ne savais pas qu'on était en vacances et que tous les élèves étaient chez leurs parents. Monsieur Crickle, le maître de pension, était au bord de la mer avec madame et miss Crickle. Et quant à moi, on m'envoyait en pension durant les vacances pour me punir de ma mauvaise conduite, comme il me l'expliqua tout du long chemin. Il me mena dans la salle d'études. Jamais je n'avais vu un lieu si déplorable ni si désolé. Je la revois encore à l'heure qu'il est. Une longue chambre avec 3 longues rangées de bancs et des champignons pour accrocher les chapeaux et les ardoises. Des fragments de vieux cahiers et de thèmes déchirés jonchent le plancher. Il y en a d'autres sur les pupitres qui ont servi à loger des vers à soie. 2 malheureuses petites souris blanches, abandonnées par leurs propriétaires, parcourent du haut en bas une fétide petite forteresse construite en carton et en fil de fer, et leurs petits yeux rouges cherchent dans tous les coins quelque chose à manger. Un oiseau, enfermé dans une cage à peine plus grande que lui, fait de temps à autre un bruit monotone en sautant sur son perchoir de 2 pouces de haut ou en redescendant sur son plancher. Mais il ne chante ni ne siffle. Par toute la chambre, il règne une odeur malsaine, composée étrange à ce qu'il me semble, de cuir pourri, de pommes renfermées et de livres moisis. Il ne saurait y avoir plus d'encre répandue dans toute cette pièce, lors même que les architectes auraient oublié d'y mettre une toiture et que, pendant toute l'année, le ciel y aurait fait pleuvoir, neiger ou grêler de l'encre. Monsieur Mel me quitta un moment pour remonter ses bottes irréparables. Je m'avançai timidement vers l'autre bout de la chambre, tout en observant ce que je viens de décrire. Tout à coup, j'arrivai devant un écriteau en carton, posé sur un pupitre. On y lisait ces mots écrits en grosses lettres. Prenez garde, il mord. Je grimpai immédiatement sur le pupitre, persuadé que dessous il y avait au moins un gros chien. Mais j'avais beau regarder tout autour de moi avec inquiétude, je ne l'apercevais pas. J'étais encore absorbée dans cette recherche lorsque M. Mel revint et me demanda ce que je faisais là-haut. Je vous demande bien pardon, monsieur, mais je regarde où est le chien. Le chien dit-il. Quel chien? N'est-ce pas un chien, monsieur? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui n'est pas un chien? Cet animal auquel il faut prendre garde, monsieur, parce qu'il mord. Non, Copperfield, dit-il gravement, ce n'est pas un chien, c'est un petit garçon. J'ai pour instruction, Copperfield, de vous attacher cet écriteau derrière le dos. Je suis fâché d'avoir à commencer par là avec vous, mais il le faut. Il me fit descendre et m'attacha derrière le dos, comme une giberne, l'écriteau bien adapté pour ce but, et partout où j'allais ensuite, j'eus la consolation de le transporter avec moi. Ce que j'eus à souffrir de cet écriteau, personne ne peut le deviner. Qu'il fût possible de me voir ou non, je me figurais toujours que quelqu'un était là, à le lire. Ce n'était pas un soulagement pour moi que de me retourner et de ne voir personne, car je me figurais toujours qu'il y avait quelqu'un derrière mon dos. La cruauté de l'homme à la jambe de bois aggravait encore mes souffrances. C'était lui qui était le mandataire de l'autorité. Et toutes les fois qu'il me voyait m'appuyer le dos contre un arbre ou contre le mur ou contre la maison, il criait de sa loge d'une voix formidable. Hey, Copperfield, faites voir la pancarte ou je vous donne une mauvaise note. L'endroit où l'on jouait était une cour sablée, placée derrière la maison, en vue de toutes les dépendances. Et je savais que les domestiques lisaient ma pancarte, que le boucher la lisait, que le boulanger la lisait. En un mot, que tous ceux qui entraient ou qui sortaient le matin
tandis que je faisais ma promenade obligée, lisait sur mon dos qu'il fallait prendre garde à moi parce que je mordais. Je me rappelle que j'avais fini positivement par avoir peur de moi-même comme d'une espèce d'enfant sauvage qui mordait. Il y avait dans cette cour de récréation une vieille porte sur laquelle les élèves s'étaient amusés à sculpter leurs noms. Elle était complètement couverte de ce genre d'inscriptions. Dans ma terreur de voir arriver la fin des vacances qui ramènerait tous les élèves, je ne pouvais lire un seul de ces noms sans me demander de quel ton et avec quelle expression il lirait. Prenez garde, il mord. Il y en avait un certain Steerforth, qui avait gravé son nom très souvent et très profondément. Celui-là, me disais-je, va lire cela de toutes ses forces, et puis il me tirera les cheveux. Il y en avait un autre nommé Tommy Traddles. Je me figurais qu'il se ferait un amusement de m'approcher par mégarde et de se reculer avec l'air d'avoir grand-peur. Quant au troisième, George Dumple, je l'entendais chanter mon inscription. Enfin, dans ma frayeur, je contemplais en tremblant cette porte jusqu'à ce qu'il me sembla entendre tous les propriétaires de ces noms. Et il y en avait 45 à ce que me dit monsieur Mell. Crier en chœur qu'il fallait m'envoyer à Coventry et répéter, chacun à sa manière, prenez garde, il mord. Et de même pour les pupitres et les bancs, de même pour les lits solitaires que j'examinais le soir quand j'étais couché. Toutes les nuits, j'avais des rêves où je voyais tantôt ma mère telle qu'elle était jadis, tantôt l'intérieur de monsieur Peggotty, ou bien je voyageais sur l'impériale de la diligence, où je dînais avec mon malheureux ami, le garçon d'hôtel. Et partout, je voyais tout le monde me regarder d'un air effaré. On venait de s'apercevoir que je n'avais pour tout vêtement que ma chemise de nuit et mon écriteau. Cette vie monotone et la frayeur que me causait la fin prochaine des vacances me causaient une affliction intolérable. J'avais chaque jour de longs devoirs à faire pour monsieur Mell, mais je les faisais. Monsieur Murdstone et sa sœur n'étaient plus là, et je ne m'en tirais pas mal. Avant et après mes heures d'études, je me promenais, sous la surveillance, comme je l'ai déjà dit, de l'homme à la jambe de bois. Je me rappelle encore, comme si j'y étais, tout ce que je voyais dans ces promenades. La terre humide autour de la maison, les pierres couvertes de mousse dans la cour, la vieille fontaine toute fendue et les troncs décolorés de quelques arbres, ratatinés qui avaient l'air d'avoir reçu plus de pluie et moins de rayons de soleil que tous les arbres du monde ancien et moderne. Nous dînions à une heure, monsieur Mell et moi, au bout d'une longue salle à manger parfaitement nue, où on ne voyait que des tables de sapin qui sentaient le graillon, et puis nous nous remettions à travailler jusqu'à l'heure du thé. Monsieur Mell buvait son thé dans une petite tasse bleue, et moi dans un petit pot d'étain. Pendant toute la journée et jusqu'à 7 ou 8 heures du soir, monsieur Mell était établi à son pupitre dans la salle d'études. Il s'occupait sans relâche à faire les comptes du dernier semestre, sans quitter sa plume, son encrier, sa règle et ses livres. Quand il devait tout ranger le soir, il tirait sa flûte et soufflait dedans avec une telle énergie que je m'attendais à tout moment à le voir passer par le grand trou de son instrument jusqu'à son dernier souffle et à le voir fuir par les clés. Je me vois encore, pauvre petit enfant que j'étais alors, la tête dans mes mains au milieu de la pièce à peine éclairée, écoutant la douloureuse harmonie de monsieur Mell tout en méditant sur mes leçons du lendemain. Je me vois également, mes livres fermés à côté de moi, prêtant toujours l'oreille à la douloureuse harmonie de monsieur Mell et croyant entendre à travers ces sons lamentables le bruit lointain de la maison paternelle et le sifflement du vent sur les dunes de Yarmouth. Ah! Combien je me sens isolée et triste. Je me vois montant me coucher dans des chambres presque désertes et pleurant dans mon petit lit au souvenir de ma chère Peggotty. Je me vois descendant l'escalier le lendemain matin et regardant, par un carreau cassé de la lucarne qui l'éclaire, la cloche de la pension suspendue tout en haut d'un hangar, avec une girouette par-dessus. Je la contemple et je songe avec effroi au temps où elle appellera à l'étude Steerforth et ses camarades. Et pourtant, j'ai encore bien plus peur du moment fatal où l'homme à la jambe de bois ouvrira la grille au gond rouillé pour laisser passer
le redoutable monsieur Creakle. Je ne crois pas, avec tout cela, que je sois un très mauvais sujet, mais je n'emporte pas moins le placard toujours sur mon dos. Monsieur Mell ne me disait pas grand-chose, mais il n'était pas méchant avec moi. Je suppose que nous nous tenions mutuellement compagnie sans nous parler. J'ai oublié de dire qu'il se parlait quelquefois à lui-même, et qu'alors il grinçait des dents, il serrait les poings et il se tirait les cheveux de la façon la plus étrange. Mais c'était une habitude qu'il avait comme ça. Dans les commencements, cela me faisait peur, mais je ne tardai pas à m'y faire. Chapitre 6. J'agrandis le cercle de mes connaissances. Je menais cette vie depuis un mois environ, lorsque l'homme à la jambe de bois se mit à parcourir la maison avec un balai et un seau d'eau. J'en conclus qu'on préparait tout pour recevoir M. Creakle et ses élèves. Je ne me trompais pas, car bientôt le balai envahit la salle d'études et nous en chassa M. Mell et moi. Nous allâmes vivre je ne sais où et je ne sais comment. Ce que je sais bien, c'est que, pendant plusieurs jours, nous rencontrions partout 2 ou 3 femmes que je n'avais qu'à peine entrevues jusqu'alors et que j'avalais une telle quantité de poussière que j'éternuais aussi souvent que si Salem House avait été une vaste tabatière. Un jour, M. Mell m'annonça que M. Creakle arriverait le soir. Après le thé, j'appris qu'il était arrivé. Avant l'heure de me coucher, l'homme à la jambe de bois vint me chercher pour comparaître devant lui. M. Creakle habitait une portion de la maison beaucoup plus confortable que la nôtre. Il avait un petit jardin qui paraissait charmant à côté de la récréation, sorte de désert en miniature, où un chameau et un dromadaire se seraient trouvés comme chez eux. Je me trouvai bien hardi d'oser remarquer qu'il n'y avait pas jusqu'au corridor qu'il n'eût l'air confortable, tandis que je me rendais tout tremblant chez monsieur Creakle. J'étais tellement abasourdi en entrant que je vis à peine mistress Creakle ou miss Creakle, qui étaient toutes deux dans le salon. Je ne voyais que monsieur Creakle, ce bon et gros monsieur qui portait un paquet de breloques à sa montre. Il était assis dans un fauteuil avec une bouteille et un verre à côté de lui. Ah, dit monsieur Creakle, voilà le jeune homme dont il faut limer les dents. Faites-le retourner. L'homme à la jambe de bois me retourna de façon à montrer le placard. Puis, lorsque monsieur Creakle eut tout le temps de le lire, il me replaça en face du maître de pension et se mit à côté de lui. Monsieur Creakle avait l'air féroce. Ses yeux étaient petits et très enfoncés. Il avait de grosses veines sur le front, un petit nez et un menton très large. Il était chauve et n'avait que quelques petits cheveux gras et gris qu'il lissait sur ses tempes, de façon à leur donner rendez-vous au milieu du front. Mais ce qui, chez lui, me fit le plus d'impression, c'est qu'il n'avait presque pas de voix et parlait toujours tout bas. Je ne sais si c'est qu'il avait de la peine à parler même ainsi, ou si le sentiment de son infirmité l'irritait, mais toutes les fois qu'il disait un mot, son visage prenait une expression encore plus méchante. Ses veines se gonflaient, et quand j'y réfléchis, je comprends que ce soit là ce qui me frappa d'abord, comme ce qu'il y avait chez lui de plus remarquable. Voyons, dit monsieur Creakle, qu'avez-vous à m'apprendre sur cet enfant? Rien encore, répartit l'homme à la jambe de bois. Rien encore, répartit l'homme à la jambe de bois. Il n'y a pas eu d'occasion. Il me sembla que monsieur Creakle était désappointé. Il me sembla que mistress Creakle et sa fille, que je venais de regarder pour la première fois, et qui étaient maigres et silencieuses à l'envi l'une de l'autre, n'étaient pas désappointées. Venez ici, monsieur, dit monsieur Creakle en me faisant signe de la main. Venez ici, dit l'homme à la jambe de bois en répétant le geste de monsieur Creakle. J'ai l'honneur de connaître votre beau-père, murmura monsieur Creakle en m'empoignant par l'oreille. C'est un digne homme, un homme énergique. Il me connaît, et moi, je le connais. Me connaissez-vous, vous? Hein? Dit monsieur Creakle en me pinçant l'oreille avec un enjouement féroce. Pas encore, monsieur, dis-je tout en gémissant. Pas encore, hein? Répéta M. Creakle. Cela viendra, hein? Cela viendra, hein? Répéta l'homme à la jambe de bois. Je découvris plus tard que son timbre retentissant lui procurait l'honneur de servir d'interprète à M. Creakle auprès de ses élèves. J'étais horriblement effrayée et je me contentai de dire que je l'espérais bien.
Mais tout en parlant, je me sentis l'oreille tout en feu. Il la pinçait si fort. Je vais vous dire ce que je suis, murmura M. Crickle en lâchant enfin mon oreille, mais après l'avoir tordue de façon à me faire venir les larmes aux yeux. Je suis un tartare. Un tartare, dit l'homme à la jambe de bois. Quand je dis que je ferai une chose, je la fais, dit M. Crickle. Et quand je dis qu'il faut faire une chose, je veux qu'on la fasse. Qu'il faut faire une chose, je veux qu'on la fasse, répéta l'homme à la jambe de bois. Je suis un caractère décidé, dit M. Crickle. Voilà ce que je suis. Je fais mon devoir. Voilà ce que je fais. Quand ma chair et mon sang, il se tourna vers mistress Crickle, quand ma chair et mon sang se révoltent contre moi, ce n'est plus ma chair et mon sang. Je les renie. Cet individu a-t-il reparu demanda-t-il à l'homme à la jambe de bois. Non, répondit-il. Non, dit M. Crickle. Il a bien fait. Il me connaît. Qu'il se tienne à l'écart. Je dis qu'il se tienne à l'écart, dit M. Crickle en tapant sur la table et en regardant mistress Crickle, car il me connaît. Vous devez commencer aussi à me connaître, mon petit ami. Vous pouvez vous en aller. Emmenez-le. J'étais bien content qu'il me renvoyât, car mistress Crickle et miss Crickle s'essuyaient les yeux, et je souffrais autant pour elle que pour moi. Mais j'avais à lui adresser une pétition qui avait pour moi tant d'intérêt que je ne pus m'empêcher de lui dire, tout en admirant mon courage. Si vous vouliez bien, monsieur. Monsieur Crickle murmura. Hein? Qu'est-ce que ceci veut dire? Et baissa les yeux sur moi, comme s'il avait envie de me foudroyer d'un regard. Si vous vouliez bien, monsieur, balbutiai-je, si je pouvais, je suis bien fâché de ce que j'ai fait, monsieur, ôter cet écriteau avant le retour des élèves. Je ne sais si monsieur Crickle eut vraiment envie de sauter sur moi ou s'il avait seulement l'intention de m'effrayer, mais il s'élança hors de son fauteuil et je m'enfuis comme un trait. Sans attendre l'homme à la jambe de bois, je ne m'arrêtai que dans le dortoir où je me fourrai bien vite dans mon lit, où je restai à trembler pendant plus de 2 heures. Le lendemain matin, M. Sharp revint. M. Sharp était le second de M. Crickle, le supérieur de M. Mell. M. Mell prenait ses repas avec les élèves, mais M. Sharp dînait et soupait à la table de M. Crickle. C'était un petit monsieur à l'air délicat, avec un très grand nez. Il portait sa tête de côté, comme si elle était trop lourde pour lui. Ses cheveux étaient longs et ondulés, mais j'appris par le premier élève qui revint que c'était une perruque d'occasion, me dit-il, et que M. Sharp sortait tous les samedis pour la faire boucler. Ce fut Tommy Traddles qui me donna ce renseignement. Il revint le premier. Il se présenta à moi en m'informant que je trouverais son nom au coin de la grille à droite, au devant du grand verrou. Je lui dis Traddles, à quoi il me répondit lui-même. Puis il me demanda une foule de détails sur moi et sur ma famille. Ce fut très heureux pour moi que Traddles revint le premier. Mon écriteau l'amisa tellement qu'il m'épargna l'embarras de le montrer ou de le dissimuler, en me présentant à tous les élèves immédiatement après leur arrivée. Qu'ils fussent grands ou petits, il leur criait « Venez vite, voilà une bonne farce !» Heureusement aussi, la plupart des enfants revenaient tristes et abattus, et moins disposés à rire à mes dépens que je ne l'avais craint. Il y en avait bien quelques-uns qui sautaient autour de moi comme des sauvages, et il n'y en avait à peu près aucun qui sût résister à la tentation de faire comme si j'étais un chien dangereux. Ils venaient me caresser et me cajoler comme si j'étais sur le point de les mordre, puis ils disaient « Ah bas, monsieur !» et ils m'appelaient « Castor !» C'était naturellement fort ennuyeux pour moi, au milieu de tant d'étrangers, et cela me coûta bien des larmes, mais à tout prendre, j'avais redouté pis. On ne me regarda comme positivement admis dans la pension. Après l'arrivée de F. Steerforth, on m'amena devant lui comme devant mon juge. Il avait la réputation d'être très instruit, et il est très beau garçon. Il avait au moins 6 ans plus que moi. Il s'enquit, sous un petit hangar dans la cour, les détails de mon châtiment, et voulut bien déclarer que selon lui, c'était une fameuse infamie, ce dont je lui sus éternellement gré. Combien d'argent avez-vous, Copperfield me dit-il tout en se promenant avec moi, une fois mon jugement prononcé. Je lui dis que j'avais 7 shillings. Vous feriez mieux de me les donner, dit-il. Je vous les garderai, si cela vous plaît, toutefois. Autrement, n'en faites rien. Je me hâtai d'obéir à cette amicale proposition, et je versai dans la main de Steerforth
tout le contenu de la bourse de Peggotty. Voulez-vous en déposer quelque chose maintenant dit Steerforth. Qu'en pensez-vous? Non, merci, répondis-je. Mais c'est très facile si vous en avez envie, dit Steerforth. Vous n'avez qu'à parler. Non, merci, monsieur, répétai-je. Peut-être auriez-vous eu envie d'acheter une bouteille de cassis pour 1 ou 2 shillings. Nous la boirions peu à peu, là-haut dans le dortoir, reprit Steerforth. Vous êtes de mon dortoir, à ce qu'il paraît. L'idée ne m'en était pas venue, mais je n'en dis pas moins. Oui, cela me convient tout à fait. Parfaitement, dit Steerforth. Je parie que vous seriez enchanté d'acheter pour 1 shilling de biscuits aux amandes. Je répondis que cela me plaisait aussi. Et puis, pour 1 ou 2 shillings de gâteaux et de fruits, dit Steerforth. N'est-ce pas, petit Copperfield? Je souris parce qu'il souriait, mais malgré ça, je ne savais trop qu'en penser. Bon, dit Steerforth, cela durera ce que ça pourra, après tout. Vous pouvez compter sur moi. Je sors quand cela me plaît. Je passerai le tout en contrebande. Et en même temps, il mit l'argent dans sa poche, en me recommandant de ne pas m'inquiéter. Il veillerait à ce que tout se passât bien. Il tint parole, si on pouvait dire que tout se passa bien, lorsqu'au fond du cœur je sentais que c'était mal, que c'était faire un mauvais usage des 2 demi-couronnes de ma mère. Je conservais pourtant le morceau de papier qui les enveloppait. Précieuse économie! Quand nous montâmes nous coucher, il me montra le produit de mes 7 shillings, et posant le tout sur mon lit, à la lueur de la lune, il me dit voilà tout, jeune Copperfield. Vous avez là un fameux gala. Je ne pouvais songer, vu mon âge, à faire les honneurs du festin, quand j'avais là Steerforth pour les faire. Ma main tremblait à cette seule pensée. Je le priai de vouloir bien y présider, et ma requête fut appuyée par tous les élèves du dortoir. Il accepta, s'assit sur mon oreiller, fit circuler les mets avec une parfaite équité, je dois en convenir, et nous distribua le cassis dans un petit verre sans pied qui lui appartenait. Quant à moi, j'étais assis à sa gauche, les autres étaient groupés autour de nous, assis par terre sur les lits les plus rapprochés du mien. Comme je me rappelle cette soirée, nous parlions à voix basse, ou plutôt y parlaient et je les écoutais respectueusement. Les rayons de la lune tombaient dans la chambre à peu de distance et dessinaient de leur pâle clarté une fenêtre sur le parquet. Nous restions presque tous dans l'ombre, excepté quand Steerforth plongeait une allumette dans sa petite boîte de phosphore pour aller chercher quelque chose sur la table, lumière bleuâtre qui disparaissait aussitôt. Je me sens de nouveau saisie d'une certaine terreur mystérieuse. Il fait sombre, notre festin doit être caché. Tout le monde chuchote autour de moi et j'écoute avec une crainte vague et solennelle, heureux de sentir mes camarades autour de moi et très effrayé, bien que je fasse semblant de rire, quand Traddles prétend apercevoir un revenant dans un coin. On raconta toutes sortes de choses sur la pension et sur ceux qui y vivaient. J'appris que M. Creakle avait raison de se baptiser lui-même un tartare, que c'était le plus dur et le plus sévère des maîtres, que pas un jour ne s'écoulait sans qu'il vînt punir de sa propre main les élèves en faute. Il ne savait absolument rien autre chose que de punir, disait Steerforth. Il était plus ignorant que le plus mauvais élève. Il ne s'était fait maître de pension, ajoutait-il, qu'après avoir fait banqueroute dans un faubourg de Londres, comme marchand de houblon. Il n'avait pu se tirer d'affaire que grâce à la fortune de mistress Creakle, sans compter bien d'autres choses encore que je m'étonnais qu'il pût savoir.